L'école d'abord. Pour tous les enfants différents. Pour notre futur. C'est l'école d'abord. Ouais, nous on veut l'école d'abord. L'école d'abord. Yeah! Bonjour et bienvenue à tous dans le podcast L'école d'abord. Aujourd'hui, l'entrée au CP. Bonjour Élise. Bonjour Élise. Alors en effet, aujourd'hui, l'entrée au CP et plus largement à l'école élémentaire. Donc c'est un grand moment dans la vie de nos enfants, cette entrée au CP après l'école maternelle. Et donc Élise, on va déjà parler de ce premier jour. Comment ça se passe en général une entrée à l'école élémentaire au CP? Alors, côté administratif d'abord. En général, vous allez recevoir à la maison un courrier papier. Et oui, le papier existe encore. Donc attention, si vous avez changé d'adresse, de vous inquiéter si vous ne recevez aucun papier de la mairie. Allez vous renseigner. Donc, vous recevez par courrier un document sur lequel il est inscrit l'adresse de l'école où sera inscrit votre enfant. À la réception de ce papier, vous prendrez contact avec l'école élémentaire. En général, le directeur ou la directrice vous reçoit. Parfois, vous fait visiter l'école et vous pouvez poser quelques questions, mais sachez qu'il y aura une réunion de rentrée au mois de septembre où vous pourrez poser de nombreuses questions au professeur. Parlons maintenant de l'été, on va dire, ou la période qui précède cette rentrée au CP. Que peut-on conseiller? Alors d'une part pour les parents et puis éventuellement aussi pour les enseignants. Moi je pensais notamment aux fameux cahiers d'activités. Moi je les ai connus petites, on me forçait un petit peu à les faire et j'avoue que j'en ai pas forcément un super souvenir. Donc et je sais que souvent les enfants sont très pressés d'avoir un cartable, d'avoir des devoirs à faire notamment. Ils déchantent en général après. T'en penses quoi, Élise, du cahier d'activité et tout ça? Alors, moi, j'adorais faire les cahiers d'activité quand j'étais enfant. Non, mais après, c'est aussi du bon sens. Si vous sentez qu'il a envie d'avoir une petite occupation pendant les vacances, bon, peut-être, mais sachez que c'est absolument pas indispensable et que si votre enfant n'a pas envie de le faire, ne le forcez pas. Ce qu'on dit à chaque fois, c'est jouer avec votre enfant, parler avec lui, sortez, allez dans la nature, allez dans les musées, sortez, profitez. Oui. Alors c'est vrai que c'est vraiment l'âge, l'entrée à l'école élémentaire et en particulier au CP où les enfants eh bien sont prêts tout simplement à faire certaines activités et notamment effectivement on parlait des musées, il y a plein de musées qui offrent des activités très souvent gratuites d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à vous renseigner en ligne, à aller voir les musées autour de chez vous et puis en effet si vous vivez à la campagne, profitez-en pour découvrir la faune et la flore aux alentours. Effectivement, moi, voilà, les cahiers d'activités, pourquoi pas, mais s'ils sont vraiment très ludiques, parce que une fois encore, il faut éviter de faire des pré-apprentissages avant les apprentissages qui vont être enseignés à l'école, parce que parfois ça peut être contre-productif et on peut faire des erreurs en tant que parent, n'est-ce pas, Élise? J'ai remarqué en regardant les cahiers d'activité que c'est parfois trop difficile, parfois pas assez et finalement très peu adapté et en phase avec ce qu'on demande à l'école. Parfois aussi, les méthodes de lecture qui sont proposées dans les cahiers d'activité ne correspondent pas à ce qui va être étudié en classe. Il y a différentes méthodes d'apprentissage de la lecture et en fonction de l'enseignante de votre enfant, eh bien, ce ne sera peut-être pas celle qu'il aura un peu découverte pendant l'été. En parlant de cahier d'activité, n'achetez pas la méthode Bocher pendant les vacances, ce n'est pas la peine. La méthode de lecture, rassurez-vous, le prof de CP est fait pour ça. Il va apprendre à lire à votre enfant et peut-être qu'il ne saura pas lire tout à fait à la fin du CP et ce n'est pas grave, il aura encore le CE1 pour apprendre les sons complexes. Il faut vraiment faire confiance aux enseignants. Oui, et c'est vrai que c'est très important ce que tu viens de dire. En effet, il y a tout le temps du cycle 2 pour apprendre à lire. Donc, à Noël, au CP, votre enfant ne sait pas encore lire, aucun souci, chacun son rythme. Certains enfants vont développer plus rapidement, par exemple, la motricité, donc ça va être des activités sportives, ils vont être très, très, très performants, par exemple, là-dedans. D'autres, ça va être la musique, par exemple, ou encore d'autres, les maths, la logique, d'autres, la lecture. Donc, chacun son rythme, et c'est pour ça qu'on donne le temps, que l'Éducation nationale a mis en place des cycles. Donc, les cycles servent à ça, c'est-à-dire on a des compétences à atteindre, mais à la fin des cycles, et non pas à la fin des classes, donc pas à la fin du CP, pas à la fin du CE1, mais à la fin des cycles. On va reparler de cette première journée de rentrée au CP. En général, ça se passe comment? La première journée, l'enfant, généralement, vient avec son ou ses parents. Les parents sont invités à entrer.
pour voir en tout cas la cour de l'école, peut-être la classe, cela dépend. Toujours est-il que l'enfant sait le premier jour dans quelle classe il sera. Qu'est-ce qu'on peut conseiller là aux enseignants pour ce premier jour? Peut-être un accueil en effet un peu qui change de l'ordinaire au niveau de la classe? Alors, il y a certains professeurs qui font des chasses au trésor pour leur faire découvrir toute l'école, les différents enseignants. En tout cas, il faut que c'est quand même une étape importante, l'entrée en CP. Alors, même si en tant que nouvel enseignant, vous êtes peut-être un peu stressé, les enfants le sont aussi. Les parents aussi. Les parents, tout le monde est stressé. Donc, essayez de vous détendre. Non. Voilà. Et Non, puis mais- effectivement, puis de savoir que ces premiers jours, c'est la rencontre entre les enfants et les enseignants et toute l'équipe aussi de l'école et les parents. Donc c'est des moments un peu tendus pour tout le monde. C'est le temps de s'acclimater, le temps de faire connaissance. Et puis pour les enfants, ils quittent quand même l'école maternelle, découvrent l'école élémentaire. Et même si on espère que effectivement les activités qui seront mises en place pour votre enfant seront toujours ludiques et sur la base de projets, c'est quand même un vrai changement par rapport à ce dont ils avaient l'habitude à l'école maternelle. Comme ceci dit, ça se pratique à l'école maternelle, à l'école élémentaire aussi, il y a des réunions avec les enseignants assez rapidement. Oui, dans les premiers 15 jours, toutes les écoles de France, donc toutes organisent une réunion, donc l'enseignant ou l'enseignante avec les parents. L'enseignant va expliquer le fonctionnement de la classe. Il va aussi expliquer comment il ou elle a l'habitude de communiquer avec les parents. Donc certains ont encore un cahier de liaison, d'autres sont passés l'ENT, d'autres combinent les deux. Ça, c'est vraiment à voir avec l'enseignant de votre enfant. Mais sachez que cette réunion a lieu dans les premiers 15 jours et qu'elle est pour toutes les classes. Vraiment, c'est pas seulement pour le CP, c'est dans toutes les classes. C'est vrai que c'est important ce que tu viens de dire, Élise, parce que ce qui change à partir du CP et qui est valable donc pour l'école élémentaire, c'est la communication entre les familles et l'école, parce que déjà, tout simplement, les parents ne rentrent plus à l'école élémentaire le matin et le soir. En général, ils récupèrent leurs enfants à la porte de l'école. Et d'autant plus qu'à la porte de l'école, vous ne verrez pas forcément l'enseignant de votre enfant. Les enseignants organisent ce qu'on appelle des services et parfois c'est le professeur du CP qui est de service le lundi à 8h20 et puis ensuite à 4h30, ça va être le professeur de CE2. Bref, vous ne verrez pas forcément l'enseignant de votre enfant chaque jour. N'hésitez pas, en revanche, si vous voulez le voir, à écrire dans le cahier ou sur l'espace numérique un petit mot pour pouvoir prendre rendez-vous avec lui. Tout à fait. Parlons maintenant de ce qui est un petit peu anxiogène aussi pour les familles, c'est la cour de récréation et ce qu'il s'y passe. Alors c'est vrai que ça va dépendre des cours de récréation, de la façon dont sont organisées les récréations, mais généralement il y a quand même plusieurs services, comme on les appelle, donc plusieurs récréations qui regroupent un certain nombre d'élèves. Alors moi, c'est un souvenir d'enfance, vraiment. Quand je me souviens, quand je suis passée au CP, la seule chose que j'ai dite à ma mère en revenant de l'école, c'était « il n'y a plus de jeux dans la cour ». Et ça m'a vraiment marqué. Votre enfant vous dira peut-être ça aussi. Nous, on milite vraiment pour qu'il y ait d'autres jeux que le sacro-saint foot, l'espace foot avec les cages de foot au milieu de la cour, où les garçons ont tout l'espace au milieu de la cour et les filles où les personnes qui n'aiment pas jouer au foot sont reléguées sur les côtés. Ou alors, vraiment prenez une mixité à 50-50 pour ces moments de foot qui, malheureusement, aujourd'hui, sont toujours l'apanage des garçons. En tant qu'enseignant là-dessus, je sais que dans certaines écoles, ils choisissent des jours. Donc, il y a des jours foot, il y a des jours avec jeux autres que des ballons. Bruno Humbeck, un auteur belge, pédagogue, a écrit un livre là-dessus. Ça s'appelle « La régulation des espaces dans la cour de mémoire ». C'est pas exactement ce titre, mais bon, vous pourrez trouver. Bruno Humbeck propose de différencier les espaces dans la cour et c'est vrai que votre enfant se sentira peut-être plus à l'aise dans un espace sans ballon. Certains professeurs apportent dans la cour des cordes à sauter, des élastiques, les jeux de notre enfance, finalement. Alors, c'est vrai que ce qui fait peur aux parents, c'est souvent, on va parler du harcèlement scolaire. Comme on l'a déjà dit aussi dans le précédent podcast sur l'école maternelle, ça existe à tous les niveaux. Donc, on va rappeler quand même l'importance d'apprendre à ses enfants à communiquer, de leur rappeler
qu'ils peuvent toujours déjà venir vous raconter ce qui s'est passé à l'école, que ce n'est jamais un secret et que bien sûr il faut qu'ils aillent s'adresser aux adultes. On pense vraiment que les choses ont beaucoup changé à ce niveau-là et qu'il n'y a plus notion de l'enfant qui rapporte. Avant c'était quelque chose qui pouvait être mal vu. Aujourd'hui ça ne l'est plus parce qu'on sait qu'il faut absolument apprendre aux enfants à verbaliser. Et donc, surtout, si vous remarquez que votre enfant a un petit peu peur d'aller à l'école, se plaint de ces moments de récréation notamment, n'hésitez pas à venir voir l'équipe enseignante, la direction de l'école, pour nous faire part effectivement de ce que vous avez pu remarquer. Et nous allons évidemment en tenir compte et être très, très, très vigilantes à ce sujet. Autre moment de la journée vraiment hors temps scolaire, la cantine. Souvent, à l'école maternelle, les enfants sont servis à table. La cantine, dès le CP et puis pour toutes les années élémentaires, est un self-service. Donc, l'enfant va apprendre à tenir son plateau. C'est un réel apprentissage. À choisir. N'hésitez pas à parler avec lui à la maison de ce qu'il a mangé. Peut-être lui conseiller d'avoir un menu un peu plus équilibré, de ne pas se ruer sur le dessert et de choisir un peu de tout. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est aussi ce temps du midi, le temps de cantine en général, c'est finalement le moment de récréation le plus long de la journée. Parfois, dans certaines écoles, il y a des activités qui sont proposées parce que le repas va durer 30 minutes. Donc, il reste généralement 1h30. Alors, ça dépend. Certaines écoles, la coupure du midi est plus courte, mais en général, c'est quand même 2 heures, de 11h30 à 13h30. Et donc, il y a des activités qui sont proposées. Puis, il y a donc aussi des moments de récréation qui sont assez longs. Après, ça fait énormément de bien aux enfants de se défouler, donc il n'y a aucun souci avec ça. Mais c'est aussi effectivement le temps des amitiés nouvelles, des premières vraies aussi disputes. Il peut y en avoir bien sûr aussi à l'école maternelle, mais on va dire qu'à partir du CP, les enfants verbalisent mieux, donc communiquent plus entre eux. Et on dit souvent que la cour de récréation, c'est un petit peu le reflet de notre société. Donc il se passe des choses dans ces cours de récréation et notamment effectivement, ça peut être assez dur à vivre de temps en temps. Il ne faut pas du tout minimiser ça. C'est un vrai apprentissage aussi du vivre ensemble, de vivre en société. Mais les adultes ont vraiment leur place pour réguler tout ça. En tant que parent, vous devez vous aussi être attentif à ces amitiés naissantes, ces inimitiés naissantes, à tout ce que votre enfant va pouvoir vous dire sur ses journées d'école. Essayez de développer, si possible, des temps où vous essayez de faire un petit peu le point. Alors ça peut être le week-end, ça peut être pendant les vacances, parce que le soir tout le monde est fatigué, on n'a pas forcément envie de parler de sa journée, mais voilà, d'avoir vraiment un retour de votre enfant sur ce qu'il vit au quotidien pour que rien de dommageable ne puisse lui arriver. C'est aussi le moment des amours naissants entre enfants. Ça peut arriver d'ailleurs dès la maternelle. On en fera sans doute un sujet de podcast dédié par rapport à tout ça, à la sexualité, notamment au niveau des enfants, et de comment on leur en parle avec des mots adaptés, évidemment. Toujours est-il que, s'agissant de sentiments amoureux entre enfants, rappelons qu'ils sont platoniques et qu'ils doivent le rester, et donc ça, on vous expliquera comment et pourquoi, mais ces amours sont tout à fait sincères. Donc faites attention, on ne se moque pas des enfants qui expriment un amour véritable. Vous ne vous moquez pas d'un enfant qui va exprimer un amour véritable pour ses parents ou ses frères et sœurs, sa famille, etc. De la même façon, on ne se moque pas d'un enfant qui exprime un amour véritable pour un camarade. Parlons des devoirs. Les devoirs. Peut-on donner à un élève des devoirs à la maison ? Alors, certains parents vous ressortiront la circulaire de 1956 où il est écrit que les devoirs sont interdits. Alors, cette circulaire est abrogée depuis 1994, je crois. Donc, elle commence à dater. Elle est le reflet du flou un peu qui règne là-dessus. Une autre circulaire est sortie et il est dit que donc, les devoirs écrits sont interdits. On demande néanmoins aux enfants d'apprendre leurs leçons. Il peut s'agir également d'une recherche documentaire, de lecture, notamment en CP. Donc, votre enfant va presque tous les soirs, en tout cas plusieurs fois par semaine, revenir le soir avec de la lecture. Après, beaucoup d'enseignants vont vous dire que ces devoirs, il ne faut pas le voir comme une contrainte, une astreinte. Ça doit vraiment être un moment de plaisir partagé où l'enfant vous montre ce qu'il a appris.
Si c'est pénible pour tout le monde, eh ben, il faut déléguer ce moment à quelqu'un, un autre adulte, prendre du recul et le déléguer. Si c'est pas un moment de plaisir entre vous, un moment de connivence, vous pouvez le mettre à l'étude pour qu'il fasse ses devoirs. Il faut vraiment que ça vous permette de voir où se situe votre enfant et que ça soit un moment, oui, c'est ça, de complicité entre vous deux. Il ne faut pas que ça soit une contrainte. Non, parce que si dès le CP, on commence à mettre en place en effet des moments qui sont contraignants pour tout le monde, ça peut être le début de difficultés scolaires, de refus de travailler, de choses comme ça. Or, il faut vraiment rappeler que l'école doit être un plaisir. Le plaisir d'apprendre, c'est extrêmement important. Sinon, on se retrouve face à des enfants qui n'ont tout simplement plus envie ou alors qui stressent énormément à cause de l'école. Alors, on va peut-être parler de ça parce que ça commence souvent dans ces années-là, les fameuses phobies scolaires ou en tout cas le stress lié à la réussite. Et même si malheureusement on peut pas toujours l'éviter, mais c'est vrai qu'il faut absolument instaurer ce rapport-là aux apprentissages avec votre enfant, à savoir que c'est un plaisir d'apprendre et que ce qu'ils vont apprendre à un moment donné ne va pas forcément leur servir et qu'ils n'auront pas besoin de le mémoriser nécessairement, mais c'est juste qu'on leur apprend à muscler leur cerveau et que c'est uniquement ça le but de l'école, c'est muscler son cerveau, développer la mémorisation, développer plein d'aspects cérébraux. Et donc, notamment, je repars de la lecture à nouveau, mais cette pression qu'on met sur la lecture, ou à l'inverse, on a aussi parfois les parents qui mettent une certaine pression sur l'école avec des attentes de résultats. En fait, ça n'a pas de sens. Et notamment aussi de pousser son enfant et de le faire travailler énormément à la maison pour qu'il soit lecteur avant les autres ou qu'il sache faire des divisions avant tout le monde, etc. Et avec parfois aussi une demande de passage anticipé. On vous rappelle qu'il arrive bien évidemment qu'un enfant saute une classe, mais il faut vraiment que vous entendiez, c'est une solution de dernier recours parce que un enfant qui a tout simplement un an de moins que les autres, eh bien socialement c'est extrêmement compliqué pour lui. Ce n'est pas du tout quelque chose que les enfants vivent si bien que ça, même si pour certains ça se passe bien, mais généralement ils sont très vite catalogués comme les plus jeunes de la classe, avec en plus parfois le côté premier de la classe, etc. Alors pour certains enfants c'est indispensable parce qu'ils sont vraiment effectivement en train de s'ennuyer dans leur classe d'âge, même si normalement l'enseignant doit mettre en place une pédagogie différenciée pour que justement ces enfants-là ne s'ennuient pas. Toutefois, voilà, ça arrive très rarement, mais surtout, un conseil aux parents, ne poussez pas votre enfant à vouloir coûte que coûte qu'il sache tout faire. Ce n'est pas l'objectif de l'école, ça ne sert à rien. Et ce n'est pas le rendre heureux que de lui faire sauter une classe. Ce n'est pas parce qu'il aura son bac à 16 ou à 17 ans qu'il va mieux réussir ses études par la suite. À l'inverse, au contraire, un enfant qui est par exemple né le 1er janvier et qui donc sera le plus âgé de sa classe, et ben en général, les chiffres montrent que ce sont ceux qui réussissent le mieux parce que tout simplement, leur cerveau est plus formé. Ils ne sont pas plus intelligents que ceux qui sont nés en décembre, mais ils ont le cerveau qui est plus mature et donc ils réussissent mieux. Donc, offrez cette chance à vos enfants de mieux réussir en étant tout simplement dans leur classe d'âge. Faire travailler vos enfants à la maison peut être aussi contre-productif. Il m'est déjà arrivé de prendre rendez-vous avec des parents parce que l'enfant refusait de travailler à l'école. Il était fatigué, fatigable et refusait de faire quoi que ce soit parce que à la maison, il s'avérait qu'il travaillait, qu'il avait des devoirs supplémentaires, qu'il avait des leçons. Enfin, vraiment, il travaillait beaucoup à la maison, que les méthodes enseignées à la maison n'étaient pas forcément les mêmes qu'en classe. Donc, c'était contre-productif et incohérent par rapport à ce qu'on faisait à l'école. Pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur le plaisir d'apprendre, nous sommes bien d'accord que le plaisir d'apprendre n'exclut pas l'effort. Les enfants apprennent avec nous également à faire des efforts. Parfois, c'est difficile, on n'y arrive pas tout de suite, mais c'est le fait d'essayer encore, de persévérer, de comprendre que cette notion est difficile, mais qu'elle n'est pas insurmontable. Et c'est ça également qui va procurer du plaisir. C'est, au vu de tout l'effort fourni, l'enfant est content et satisfait et fier de lui quand il a réussi à faire ce qu'on lui avait demandé. Tout à fait.
Il se peut que votre enfant, à un moment donné de sa scolarité, ait des difficultés scolaires et ce n'est pas une catastrophe. Il existe plein de moyens d'y remédier, notamment par le biais d'enseignants spécialisés. Alors, il n'y en a pas dans toutes les écoles, malheureusement, mais il y en a quand même, voilà, dans plusieurs écoles. Donc voilà, on peut faire appel à eux, on peut faire appel aussi à des interventions extérieures, parfois des orthophonistes, des psychomotriciens, psychomotriciennes ou aussi des psys, hein, tout simplement, quand il y a des petits coups de mou ou des choses qui ne se passent pas bien. Donc il faut surtout pas hésiter effectivement à en parler, à consulter et se rappeler que des difficultés scolaires, il peut y en avoir quel que soit le niveau et que ce n'est pas du tout irrémédiable. Maintenant, je voudrais qu'on parle des activités extrascolaires parce que nous entendons souvent parler d'enfants qui ont de multiples activités à l'extérieur. Alors autant on va vous expliquer par exemple comment s'inscrire, mais aussi vous rappeler que ce n'est pas toujours une bonne chose qu'un enfant ait tellement d'activités qu'il n'a même plus le temps de s'ennuyer. Eh oui, l'enfant a besoin de s'ennuyer. 1 à 2 activités scolaires, c'est amplement suffisant en CP. Effectivement, ça lui permet de faire autre chose que l'école, ça lui permet d'avoir un autre cercle d'amis, de développer d'autres compétences que des compétences scolaires, de lui faire découvrir un autre monde, que ce soit sportif, culturel. Mais sachez que la journée de votre enfant est bien remplie, qu'elle commence à 8h30 ou parfois même avant s'il est au temps périscolaire, qu'elle peut se terminer entre 16h30 et 18h30 et qu'un enfant a aussi besoin d'être seul. Il faut qu'il apprenne à être seul à certains moments et il en a besoin pour se recentrer, pour réfléchir sur lui et oui, pour s'ennuyer. S'ennuyer, c'est le début d'un imaginaire. Et puis c'est parfois le début de prendre un cahier, écrire, dessiner, etc. parce qu'on s'ennuie, donc on trouve des activités à faire et parfois c'est le début de vraies passions. Alors juste pour vous donner des petites indications pour les activités donc extrascolaires, que ce soit musique, sport, dessin, etc. Pour ce qui est du conservatoire, alors le conservatoire c'est quand même assez strict, mais bon ça convient parfois très bien à certains enfants. Les inscriptions ont lieu très très tôt et parfois il y a même des tirages au sort, donc je vous invite à vous renseigner très vite, hein, dès le mois de février-mars auprès de votre mairie, hein, parce que les conservatoires sont municipaux. Et puis pour tout ce qui est club sportif, c'est pareil, renseignez-vous vite, les places sont souvent chères et donc il faut se renseigner à l'avance. De la même façon à l'école, vous pouvez aussi avoir des activités sportives proposées par l'école qui sont souvent très bien menées. Donc n'hésitez pas aussi à vous renseigner au niveau de l'école et de voir ce qu'elle propose. Parlons pour finir de votre place de parent à l'école. Vous pouvez vous investir un petit peu dans la vie de l'école. Vous pouvez vous investir en tant que parent d'élève. Il s'agit d'une élection qui a lieu en début d'année, entre septembre-octobre, et vous représentez l'ensemble des parents. Donc ces parents élus peuvent communiquer avec les autres parents de la même façon qu'un enseignant, donc ça veut dire par mail, en parlant avec les parents le matin. Et ils représentent les autres parents lors de réunions qu'on appelle les conseils d'école, qui ont lieu 3 fois par an, entre septembre-octobre, mars-avril, et puis à la fin de l'année, vers le mois de juin. Alors, juste une petite chose, hein, mais là, c'est plus pour la fin de l'école élémentaire. Si jamais, hein, parce qu'on parlait des activités extrascolaires juste avant, si jamais votre enfant est passionné de musique, d'un sport, sachez que vous pouvez inscrire votre enfant dans un collège avec horaire aménagé. Donc, ça veut dire pour une pratique sportive ou une pratique musicale, notamment, hein, vous pouvez avoir donc les collèges CHAM. Il y a des classes CHAM également. C'est beaucoup plus rare, mais des classes CHAM existent dès le CM1, CM2. Donc voilà, donc ça, vous renseignez-vous, on vous invite à aller regarder si jamais ça vous parle. Qui dit rentrée en CP dit nouveau cartable, nouvelle fourniture scolaire. Nous vous conseillons d'attendre la liste des fournitures scolaires. Peut-être dans certaines écoles, elle est fournie dès le mois de juin, juillet. Souvent, elle est fournie à la rentrée. Attendez-la, ce serait dommage d'acheter du matériel en double. Certains professeurs sont un peu exigeants, préfèrent une règle rigide de tel nombre de centimètres. Il est vraiment préférable d'attendre les recommandations du professeur. Ce serait dommage que vous achetiez les choses en double. Alors c'est vrai qu'en général, en tout cas à l'école publique, les cahiers sont fournis, même parfois des crayons, je ne sais plus exactement, mais il y a beaucoup de choses qui sont fournies, qu'on paye tout simplement avec nos impôts. Attendez vraiment de savoir ce qui est fourni par l'école et ce que vous devez fournir.
Voilà, nous arrivons à la fin de ce numéro sur la rentrée à l'école élémentaire et en particulier au CP. On espère que ça vous a plu et vous a donné des infos. N'hésitez pas à nous mettre un avis sous le podcast, ça nous fait très plaisir. Et puis surtout, donnez-nous des sujets que vous aimeriez que l'on aborde. En tout cas, voilà, c'était donc l'école d'abord avec les Élises. À très bientôt. À bientôt.